هذه تاني il faut convoquer l'histoire باش يفهموا علاش عندهم ميمي ستة. Donc ça ne sort pas de leur histoire. Et la grandeur de l'histoire justement تاع المراريك سي كونت مدوا مسبته وميليا باش يحاربوا المسلمين في الاندلس اندلسي. هذه تاني faut convoquer l'histoire. Donc الخديعه ou tout ce qui est mensonge, tout ce qui est propagande, tout ce qui est aussi traîtrise, ça ne date pas d'hier. Alors pour qu'ils prospèrent يعاودوا يولوا l'hégémonie ديالهم, il faut qu'ils convoquent l'histoire de ce côté-là, là surtout بوزبير هذيك لازم يفكروا الناس فيها. Donc ربي يهديهم, c'est tout, الهداية من عند ربي. Et comme Allah subhanahu ما يهديهمش, ça veut dire que c'est des sataniques, ça veut dire qu'il y a un gros problème avec eux. Et ce problème, l'Algérie, elle l'a réglé en fermant les frontières. Alhamdoulilah. Maintenant, il faut nettoyer ceux qui sont à l'intérieur à chaque fois qu'il y a des arrestations. On sait bon Maroc il dakhil. À chaque fois, il y a un Maroc il dakhil. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Quand le président Tebboune doit parler, les télévisions Talmararik toutes branchées, on dirait qu'il est le président de l'Algérie du Maroc. C'est quand même gravissime, avec tous les problèmes qu'ils ont. Tous les problèmes, ils sont en train de leur prendre leur terrain, leur maison, et ils n'ont pas compris que c'est qu'ils doivent se réveiller un peu et de s'occuper de leurs problèmes au lieu de s'occuper du problème de l'Algérien. L'Algérien, il s'est réglé ses problèmes tout seul. L'Algérien, le jour où il a convoqué l'histoire, qui yahdar ala Boumediene, parce que je l'ai écouté jusqu'au bout, hein. Quand Boumediene, il a convoqué l'histoire. Boumediene, oui, il a convoqué l'histoire pour dire il n'y a pas Zahama. C'était par rapport à l'Amir Abdelkader. Il fallait, la France, si on réclame aujourd'hui encore nos archives, nous sommes le seul peuple au monde qui a le dossier تاع الهوية اللي محاتها في فرنسا. On a réussi à nous construire tout seul, pour la simple raison que quand on efface le passé d'un peuple, pas uniquement d'un individu, et ben lui-même il le dit, on sait pas où on va, et il fallait qu'on sache où on va. Donc convoquer l'histoire et convoquer l'Amir Abdelkader, le père fondateur de notre cher État, qui nous a coûté très cher et qui nous coûte encore cher, et ben c'était pour dire, c'était le personnage sur lequel tous les Algériens étaient d'accord à l'époque, mais c'était pour dire que ici il y a Zaïm Wahed à qui on doit une reconnaissance, hein, parce que la transmission de l'Émir Abdelkader, c'est elle qui a conduit au mouvement national en 1927, et c'est le mouvement national qui va conduire à l'organisation spéciale, l'OS, et c'est ça qui va conduire à l'FLN, tout simplement. Donc s'il critique Boumediene, il faut qu'il soit rajel comme Boumediene, Allah yarhamou. Celui qui l'aimait, celui qui ne l'aimait pas, يشهد بها. Alors qu'il laisse les Algériens شوفي اختي كلام كويس كبير اختي ليندا. هذا عمر زرودية ولا وجه زرودية عمر الهلالي, je pense qu'il a raté une occasion de se taire. Ce qu'il a dit que les Algériens ne peuvent pas comprendre le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale parce que ça n'a jamais été une nation et ils sont nés en 1962. C'est ça ce qu'il a dit. Il a dit ça à l'ONU. Moi, ce que j'ai envie de lui répondre, c'est que quand l'Algérie défendait l'honneur de l'islam et des musulmans, lui et son peuple étaient les esclaves des Espagnols et des Portugais. Les Marocains aujourd'hui sont fiers pour dire que le califat islamique ottoman n'est pas arrivé au Maroc. Pour beaucoup de Marocains, c'est une fierté. Pour les Marocains, c'est une fierté alors que ça doit être une honte. C'est une honte, c'est une disgrâce. Parce que la norme pour un pays musulman à l'époque, où il y avait des croisades, où il y avait une lutte entre l'islam et la chrétienté, c'était de faire partie du califat islamique. Le Maroc n'était pas dans le califat islamique. À quel mais à quel prix? À quel prix? Au prix de la soumission aux Espagnols et des Portugais.
Et ce que tu as dit, ma sœur Linda, par rapport, c'est un sujet que j'ai jamais voulu évoquer, parce que je l'ai évoqué une fois il y a 4 ans, dans une vidéo sur YouTube, et j'ai eu, je sais pas si tu connais Hadak Isso, Hadak, qui est, l'officier marocain, Hadak, l'armée marocaine Isso, qui a fait un caca nerveux, qui a pleuré, qui m'a envoyé des messages pour me dire que je suis allé un peu fort, etc. Mais je vais rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo. J'avais pris une carte du Maroc au XVIe siècle. Et j'ai montré tous les comptoirs portugais qu'il y avait sur l'Atlantique. Et effectivement, aujourd'hui, nous, on connaît Bousbir, à Casablanca, mais il faut savoir que tous les comptoirs portugais, notamment Mogador, qui est l'actuel Essaouira, et pas que, il y avait au moins 15 ou 16 comptoirs. Il y avait plein de Bousbir portugais, où il y avait des hommes comme il y avait des femmes. D'accord? Donc ça, c'est votre histoire. Donc vous avez accepté de vendre votre... Il y a même dans des livres, par exemple, des livres de voyageurs espagnols et portugais, des témoignages où on dit que la population marocaine de l'époque vendait leurs femmes aux Portugais et aux Espagnols contre de la nourriture. D'accord? Et le docteur Doumir en a parlé dans, je pense, dans une vidéo où il parlait du caftan, je crois, où vous pouvez aller vérifier. Donc, c'est ça l'histoire du Maroc. Donc, de quelle souveraineté vous parlez? De quel honneur vous parlez? Comment vous pouvez vous comparer à l'Algérie alors que vous avez des territoires qui sont occupés depuis 611 ans? Ceuta, ça a été occupé par les Portugais en 1415. Et jusqu'à maintenant, c'est espagnol. Oran était occupé aussi par les Espagnols. L'Espagne est restée à Oran pendant 3 siècles. Mais on a lutté. On a lutté. Et on les a sortis. On a lutté, on les a sortis. On avait libéré une première fois en 1709, de mémoire, Oran, et ça a été repris par les Espagnols. Et on a complètement libéré Oran à la fin de l'année 1700, avant 1800. En 1792, de mémoire, Oran a été complètement libéré des Espagnols. D'accord, donc c'est ça la différence entre vous et nous. Nous, on n'a jamais accepté la colonisation. Nous, on n'a jamais accepté le déshonneur. Donc c'est quand même un peu fort de café de dire au peuple algérien qui a combattu pendant des décennies, voire des millénaires, parce que l'Algérie, si vous prenez l'histoire de l'Algérie, le peuple algérien n'a jamais connu plus de 50 ans de paix successive. Il a toujours combattu. Et vous osez dire, le peuple bousbérien, qui n'a jamais rien produit et qui a toujours été colonisé. Et c'est pour ça que je dis et je répète, Sha'b al-Marroki himarun ou li jay yarkab. Ça, retenez cette phrase. Sha'b al-Marroki himarun ou li jay yarkab. Et ça résume votre histoire. Parce que les Almoravides, le Morabitoun, ما لهمش معركة. المورابيطون صنهاجة تاع موريتانيا. والاصل نتاع هادو الصنهاجة الموريتانيين من الجزائر. Et d'ailleurs, qui Sonhaja, ils sont montés vers le nord, ils se sont arrêtés à Béjaïa. Parce qu'ils ont trouvé leur cousin Sonhaja d'Algérie. Les Almohades, ça n'a jamais été des Marocains. C'est des Algériens. Abdelmoumen, il est de Ndroma. Il n'est pas de Marrakech. Et toutes les dynasties zénètes, le Wattassiyin, les Mariniyin, tous ceux qui ont dominé le Maroc, c'est toutes des tribus algériennes. Elle est bien نقول شعب المروكي حمار واللي جاي يركب. Je défie les Marocains de me sortir une dynastie marocaine qui a gouverné le Maroc. Ça n'existe pas. تنحي البرغواطة, ça n'existe pas. دائما l'étranger هو اللي يحكم فيك, هو اللي يدير لك النكاح الجماعي. Excuse-moi ma sœur Linda pour ce dérapage. Une vérité. هذا ما كان. دوك من بكري كنت حمار والناس تركب عليك وما زالهم حتى الان يركبوا عليك. تجي تهضر على سيدك الجزائري تقول له ما يعرفش معناها السياده. وكاين اشياء اخرى نقدر نقولها, لكن احتراما للاخت الفاضله ليندا ما نقدرش نطلق الفرانات. مي جو دون لا بارول ليندا, سمحوا لي.
toute façon, la haya Afeddin, c'est une vérité, hein. Zid, il n'y a pas de peuple marocain, ma cache. C'était tous les rejetés de l'Afrique et tous les rejetés, justement, de l'Empire ottoman, les brigands du désert, Serraqin, le Mouchaouidine, même ce qui concerne les LGBT de l'époque, كاع راحوا لهذيك الأرض قعد فيهم السلطان هذاك اللي جاهم من الفان فون تاع ديال لافريك سيتي ان اسكلافاجيست الباقي ارض السيبه واش كان فيها كان فيها قطاع الطرق منين جاو هذوك قطاع الطرق ما عندهمش اصل لو كان يديروا لا دي ان يصيبوا باللي ما عندهمش اصل et quand vous reprenez un petit peu les dictionnaires d'avant 1912 قراو فيها يقول لك la majorité du peuple كانوا كان بالكحولة déjà mais كحولة c'était des esclaves جايبينهم c'était pas la population. Ben, merci, Madame Linda. Vous me faites une excellente transition pour parler. Agora, là, on t'entend mal. Hein, t'as un problème. T'as un problème essaye d'enlever ton quitte main libre. Donc, tu me fais une excellente transition parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que le Marocain aujourd'hui, il ressemble pas aux autres Maghrébins? Et vous mettez un Marocain, un Algérien, un Tunisien, vous allez voir que le Marocain ressemble plus à un Sénégalais qu'à un Algérien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement ce que vous dites. Au XVIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle Abid al-Bukhari. Donc, il y avait leur sultan Smaïl qui n'arrivait pas à mater des tribus berbères qui étaient révoltées contre lui. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ramené des esclaves d'Afrique noire. Il les a fait jurer sur Sahih al-Bukhari et il les a lâchés. Il les a ramenés à Meknès. C'est pour ça que quand un Marocain vous dit qu'il est de Meknès, il est d'origine africaine. Yani. Pourquoi? Ils ont lâché Abid al-Bukhari, ils étaient 500 000. Ils leur ont demandé, excusez-moi du terme, de violer toutes les femmes. Il y a eu des millions de viols pendant 6 mois. Pendant 6 mois, c'est comme ça qu'ils ont réussi à mater la population. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez la population marocaine, c'est une population qui est très métissée, effectivement, Linda. C'est une réalité historique. C'est ce qui s'est passé avec Abid al-Bukhari, avec Moulahom Smaïl. C'est lui qui les a ramenés et il les a lâchés pour changer la composition démographique du peuple marocain et de l'ethnicité même des Marocains. Donc ça a été vraiment une catastrophe, Yanné, pour voilà. Donc c'est ça ce qui a permis au sultan et c'est ce que font les Alaouites aujourd'hui, Linda, quand vous regardez bien, parce qu'ils leur ramènent de nouveau des Noirs qui font la même chose, hein. Donc l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Voilà. C'est une race bâtarde. Quand je dis bâtarde, voilà. C'est pas dans le sens péjoratif. C'est-à-dire que c'est un mélange. واحد اللي ما يعرفش باباه ما يعرفش ses aïeuls. Donc ça porte son nom, hein, c'est tout, c'est comme ça. Mais هذه حشموا بأصلهم. Moi j'ai remarqué que les gens généralement ils parlent d'eux-mêmes. واحد اللي يكون خبيث يجيب له ربي الناس كامل خبثاء، واحد اللي ما عندوش اصل يجيب له ربي يجيب له باللي كامل الناس ما عندهمش اصل. celui qui n'a pas d'histoire il pense que tout le monde n'a pas d'histoire. وواحد اللي ما عندوش سياده يجيب له ربي كاع الناس ما عندهمش سياده. برافو. هذا هو المشكل parce qu'ils connaissent pas le sens du mot. Ils savent pas. La plus belle des femmes ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. هما ما عندهمش ils connaissent pas le sens ما يعرفوش المعنى تاعها الحقيقي parce que كلمة السيادة c'est pas juste un mot comme ça, c'est un comportement, c'est une lutte, c'est un passé, c'est un présent et un futur parce qu'il faut conserver Siyada, donc il faut se projeter dans l'avenir. Comment on peut garder justement notre souveraineté et notre mais ça ils connaissent pas mais يعرفوش الله غالب. Mais Arfouche, et ils ont tendance à prendre leur cas pour une généralité. C'est ça leur problème. Tu vois, et quand tu me parles de Siyada, qui va te donner les Siyada alors que tu ramènes l'armée israélienne chez toi? Comment tu me parles de Siyada alors que tu as des responsables qui reconnaissent? Je sais pas si vous pouvez couper Agora, là, je peux essayer de descendre et de remonter, vous avez un problème. Je suis désolé, hein. Merci. Donc, comment vous pouvez parler de Siyada alors que vous ramenez, vous avez des responsables politiques marocains qui
reconnaissent, qui disent, voilà, on a eu peur de l'Algérie et c'est parce que l'Algérie est une menace pour nous, on a été obligé de normaliser avec l'entité sioniste. Si c'était qu'une normalisation politique, mais là, l'entité sioniste, vous les ramenez chez vous. Là, il y a eu, je sais pas si tu as suivi Linda, il y a eu un essai de missile balistique israélien sur des terres marocaines. Là, vous avez ramené des colonisateurs, des colons israéliens qui occupent et qui ont fait des kibbutz chez vous, qui sont en train d'utiliser toutes les ressources d'eau chez vous. Il y a des nappes phréatiques qui sont complètement asséchées dans certaines régions du Maroc. Donc de quel siyada vous parlez? Le Maroc aujourd'hui, il donne des bases étrangères. Pendant très très longtemps, il y avait des bases américaines du côté c'est la ville là où il habitait Boudiaf Rabbi yarhamou, Qnitra. Voilà, Kenitra. Il y avait une grande base américaine qui existe toujours, qui est toujours utilisée. La base de Marrakech, elle est toujours utilisée par l'armée américaine et même l'armée israélienne. De quel siyada vous parlez? L'Algérie n'a jamais eu aucune base étrangère. Les Russes ont fait des pieds et des mains pour que l'Algérie leur cède la base de Annaba. On n'a jamais accepté. Et on n'acceptera jamais. De quel siyada vous parlez? Le Maroc aujourd'hui, خويا بالقاسم لا مانيش j'ai فاهم. والله ماني j'ai- فاهم. انا ما فهمتش هذا زروديه والجزروديه. Comment est-ce qu'il parle? J'ai pas compris. C'était un épicier, Fatah. C'était un Oui, épicier. كان شكيمه بني مزاب حنا عندنا هادو سواسه يعني تاع هادو اكادير. كان يبيع في الخضره جابوه حطوه في لوينو. oui, mais Et c'est un d'ailleurs, problème aussi. et c'est pour ça qu'il parle beaucoup de bananes, il parle de trucs, parce qu'il a pas compris qu'il a changé de boulot. Oui, mais Belgassem, la Ah. non-réaction, la non-réponse de Taouana El Tema sur place, moi, me surprend. Non, Tu c'est peux ça. me dire. Non, t'as pas à Non, répondre. Chauffe, chauffe. non, non. Là, on parle de. Oui, non, mais c'est. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout le monde connaît l'histoire de l'Algérie. Tu Non, crois mais que... je dois enfin, c'est mon avis, hein, je dois la repréciser. Si lui, il l'a déjà fait, ça. Il y a eu des événements comme ça où l'Algérie a répondu. Et s'ils, vraiment, pour moi, s'ils n'ont pas répondu à ce qu'il a avancé là, parce que c'est quand même une insulte. Tu es en train d'insulter une nation comme l'Algérie. Et si tu réponds pas, pour moi, ça me pose un problème. Bon, ils ont peut-être leur raison, parce qu'ils sont très Je calés. sais Les pas, gens qui sont là-bas. peut-être qu'ils ont répondu, mais j'ai pas vu de réponse. Moi, j'ai pas vu de Moi réponse. non est-ce que plus, je ouais. peux répondre? Vas-y, Oui. monsieur, vas-y. Au niveau de la diplomatie internationale, Marash Soug Hada, à l'ONU, les choses se passent différemment. Les Algériens ont beaucoup de respect. Ils ont acquis un certain respect depuis avant l'indépendance déjà. Donc tomber dans une passesse d'Yal Ouled Bouzbir, c'est plus de la diplomatie là. Il faut pas, ils veulent nous attirer justement vers le bas. On a acquis le respect du monde entier, même Soyoun, Sahabhum Hadouk, ils le disent eux-mêmes, ils ont un respect pour les Algériens qui n'ont pas pour les autres et ils expliquent pourquoi. Donc, notre équipe est là pour faire de la diplomatie. C'est pas une équipe de chiffonniers que nous avons. Houma, il faut aller dans ces instances-là pour comprendre l'ambiance. L'ambiance, elle est complètement différente à la télévision ou c'est complètement différent et les gens qui sont là, le dernier, une grande université. Je parle déjà par rapport aux Occidentaux. Qu'on contre bien souvent les Américains واش دار لهم بن جامعة ربي يسترو هذا باين يريبوندي لي Américains ما كانش يريبوندي البوزبير علاش نطيح معاه Moi, هنايا je suis entièrement d'accord avec ce que dit Linda. Je vais donner un exemple, Fatah. Hada Oudj Zaroudia, il n'a jamais été élu à un quelconque poste au niveau de l'ONU. Benjamin, il a été élu président du Conseil économique et social de l'ONU. Est-ce que tu sais, Khoya Fatah, que ce Hada Oudj Zaroudia, il a fait, et désolé d'être vulgaire, Madame Linda, il a fait du siège à l'ONU du Maroc un bordel, excusez-moi de parler comme ça. Il a recruté massivement, c'était il y a 2 ans, il avait ramené des prostituées marocaines à qui il a donné des passeports diplomatiques, et ces prostituées marocaines traînaient dans les couloirs de l'ONU pour aguicher des responsables de délégations africaines. Ça, c'est documenté ce que je suis en train de te dire.
Et ça fait scandale. Donc les gens connaissent Hadal Jazaroudia. Quand ils parlent de souveraineté, les gens connaissent l'Algérie et connaissent le Maroc. D'accord? Et il n'est pas en train de s'adresser à un public c'est pas des kidam de base, c'est des gens qui connaissent, qui ont accès à des rapports de services de sécurité, de services de renseignement. Donc ils connaissent le Maroc. Tout le monde connaît le Maroc. Tu vois, donc, et tout le monde connaît la réputation surtout du Maroc, et tout le monde connaît la réputation de l'Algérie. Donc répondre à un mensonge comme ça, tu vois, c'est un peu comme les cochons, tu vois, qui se roulent dans la boue. Tu vois, eux, ils aiment bien ça et ça leur fait plaisir de voir d'autres personnes rentrer dans les mêmes boues et les mêmes marécages qu'eux. Donc nous, on n'est pas fait de la même graine, on n'est pas des bousbériens. Et je pense que la meilleure réponse, on répond au saut par le silence. Tu vois, moi, je Oui, pense mais que ils l'ont c'est, déjà fait, Khoya Belgassem. ça dépend. L'Algérie a toujours répondu, Mais ça pas dépend sur quoi? directement, Ça dépend sur sur quoi? des sujets similaires, on va dire, que ce soit Non, avec le ministre. là, c'était Ah, stupide. C'était stupide, oui, quoi, je suis Fatah. d'accord, mais tu Fatah, pouvais le faire. Oui, je c'est un suis niveau, d'accord. chauffe. Je Niveau suis d'accord habat, avec vous. niveau habat, ouais, là, Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il ne fallait peut-être pas répondre parce que c'est des gens qui sont très calés, je هابط le sais. هابط Maintenant, هو حب يجرك في المستنقعات هذا ما كان. Mais l'Algérie a toujours répondu subtilement, c'est-à-dire d'une manière assez intelligente, pas directe, mais ils ont toujours su répondre Mais d'une شكون اللي manière قال ou لك ما d'une autre. نردوش شكون اللي قال لك ما Je نردوش sais pas, اي ما c'est la نعرفش question que je me اي ما pose. نعرفش انا شوف Hein, je vais me renseigner hein, je vais me renseigner je sais pas hein, si peut-être même qu'ils ont répondu hein, j'en sais rien mais hein. moi si j'étais à la place du diplomate qui était dans la salle à Dak j'aurais pas répondu Ok, moi j'aurais pas d'accord, répondu j'aurais pas d'accord. répondu mais j'aurais fait des choses concrètes pour leur faire mal d'accord j'aurais fait des choses Mouchad, concrètes quoi hein par exemple? Quoi par exemple? j'aurais fait, par exemple, j'aurais publié, par exemple, sur des comptes, on va dire, des comptes proches des comptes d'influenceurs, etc. J'aurais publié des documents, par exemple, des documents qui parlent du bousbir, par exemple, portugais, bousbir homosexuel. J'aurais mis publié des documents secrets que l'Algérie a sur des bases sionistes au Maroc. J'aurais publié, voilà, publié des documents qui prouvent que le Maroc n'a pas de souveraineté, parce qu'il parlait de souveraineté. Tu vois, ça c'est beaucoup plus fort que de descendre le Oui, niveau, etc. Voilà, oui, mais voilà. d'une manière ou d'une autre, tu vas répondre. Oui, c'est Oui, parfait. mais Ça me maintenant on va, va, oui, ça mais me on va va. répondre, on va répondre. Et ce qu'on fait, nous, on répond aussi. Même si on n'est pas le porte-parole du gouvernement algérien, mais on répond. Mhm, On répond. Et des fois, tu sais, l'Algérie, quand elle répond pas, c'est mhm. qu'elle compte aussi sur ceux qui défendent l'Algérie aussi sur les réseaux sociaux pour le faire. D'accord? Donc, on fait tous partie de la même équipe, même si on travaille pas pour le gouvernement algérien. Voilà. Mhm, Je peux rajouter une Oui, chose. bien sûr. mhm. Dans la diplomatie internationale, au niveau de l'ONU, Brahimi, le jour où il a pris sa retraite, ils lui ont fait quelque chose d'unique à l'ONU, hein. Des applaudissements de tous les côtés. Et ce que je disais, et je vais continuer, au niveau de l'ONU se trouve où? À New York. Eh ben, c'est quand même les États-Unis. Regardez Trump, il a attaqué tout le monde. Il a jamais sorti de sa bouche le mot Algérie. Il n'a jamais parlé de l'Algérie. Le 1er novembre de l'année dernière, il a félicité, oui, c'était le 1er novembre qu'il avait fait un tweet concernant l'anniversaire de l'éclatement de la guerre d'Algérie, tout ça. Il l'a pas fait au Marocain. Donc, il y a des réponses qui se font. Et ces réponses, c'est du concret, c'est du travail. L'Algérie est partout. Elle est partout. Au niveau du Sahel, au niveau de l'Afrique du Sud, sa diplomatie est partout. Rouma, ils sont nulle part. Et encore une fois, les gens qui sont à l'ONU, eh ben, c'est des gens qui ont fait des études qui parlent de l'Algérie. Ils savent ce que c'est que l'Algérie. Les États-Unis, ils ont agi avec les Algériens depuis l'indépendance. Déjà, JFK avait assisté à l'inauguration de l'ambassade d'Algérie. Ça, c'est documenté, c'est unique dans l'histoire des États-Unis. L'ambassadeur Tahom, ils l'ont invité aux États-Unis. C'était unique
aussi, jusqu'à présent, quand on invite un chef d'État, s'il n'y a pas d'ambassadeur, on l'invite pas. Ils l'ont fait avec Boumediene. Quand on lit les documents qui ont été déclassifiés et on lit ce que Kissinger disait, il y a tout un chapitre dans son livre Diplomatie. Il y a tout un chapitre concernant la politique algérienne, Boumediene et puis l'Algérie. Donc, et jusqu'à présent, même avec alors écoutez, pendant la décennie noire, on avait quand même pas mal de monde contre nous. Mais si l'Algérie n'a pas chuté à l'époque, et puis l'opération Kichuki, tout ça, on voulait impliquer l'armée algérienne, on voulait vraiment qu'on dise que l'armée algérienne tuait, massacrait, les sanctions Kaiser. لو كان حكموا علينا حاجة لو كان داروها et on n'était pas faible au niveau de l'ONU. Notre diplomatie a continué. Mais ça, il y a une raison. Quand on voit les accords qui ont été signés avant l'occupation française, Condoleezza Rice, quand elle est venue, elle a tout donné comme on n'a plus les archives, la France les a confisquées. Donc Condoleezza Rice, elle a photocopié tout ce qu'on avait comme accord avant l'occupation de l'Algérie, ou جابتهم. Mais المخازنية وبوزبير ما عندهم حاجة. Il y a un seul document quand ils ont reconnu les États-Unis où يكتب فيه السلطان تاعهم أنا السلطان في حضراته الحضرة ماشي مدينة. C'est tout ce qu'ils ont concernant Bouzbir. Quand vous allez au Congrès, il y a une bibliothèque où il y a des millions de manuscrits et de livres. Il y a un seul Coran. Le Congrès fait de la bibliothèque Congrès en 2 tomes. Et le Coran, مدولهم سليم الجزائري. Il y a un fait historique aussi, beaucoup d'Algériens l'ignorent. Chaque année, il y a une commémoration à Philadelphie où ils ont annoncé la fédération des 13 États. Et ben, il y a que les 13 États, les représentants des 13 États qui sont présents, mais on invite l'Algérie. Pourquoi on invite l'Algérie? Pour la simple raison que Hada Salim el-Jazairi, eh ben, il était présent, c'était un ami à Thomas Jefferson à l'époque. Et dans cette salle-là, il y a un grand tableau où on a peint les gens qui étaient présents ce jour-là, qui représentent justement la signature et les accords de la création de la fédération. Et on voit dans ce tableau, il existe, vous pouvez le trouver sur Internet, le tableau. Et il y a un personnage qui est habillé différemment, c'est Salim el-Jazairi. Donc l'Algérie qui n'a pas d'histoire, c'est bizarre. Elle est invitée chaque année à Philadelphia pour commémorer la création de la fédération des États-Unis. C'est bizarre. L'Algérie qui n'a pas de passé, qui n'a pas, le pape lui-même est venu jusqu'en Algérie pour parler du passé algérien. L'Algérie qui n'a pas d'histoire, depuis Massinissa, la phrase l'Afrique aux Africains, c'était la phrase de Massinissa. هادو كيما قال لهم الرئيس تبون قال لهم il relève de la psychiatrie et il relève de la psychiatrie. Maintenant qu'on tombe dans mais vraiment l'absurdité تاعهم. Pourquoi les gens qui sont à l'ONU c'est des ignares, c'est des idiots. C'est des idiots, ils en voient pas des compétences, ils ont pas de compétences. Malheureusement les quelques compétences qu'il y avait au Maroc حاوزهم Hassan II. Donc il y a pas d'école, il y a pas de ما عندهمش مربين الحمير ماشي. Exactement. Non, شوفي الأخت اللي عندك كلامك هو الكبير هو شوفي الأخت. شوف parlons peu, parlons bien. Les tribus qui ont fait l'histoire de l'Afrique du Nord, il n'y en a pas 40, il y en a exactement 3. Il y a 3 grandes tribus qui ont fait l'histoire de l'Afrique du Nord. Et ces 3 grandes tribus, elles sont toutes algériennes. Il y a les Sanhaja, les Zénet et les Koutama. C'est les 3 grandes tribus qui ont fait toute l'histoire de l'Afrique du Nord et même au-delà. Quand on parle des Koutama, c'est les Koutama qui ont fait l'état fatimide et c'est les Koutama qui ont fondé le Qahira, le Caire. Et jusqu'à maintenant, il y a une des plus vieilles ruelles
du Caire, elle s'appelle Harat el-Koutama. Donc il suffit de visiter l'Algérie, de voir toutes les ruines qu'il y a en Algérie et de comparer ça avec d'autres pays pour comprendre que l'Algérie, c'est le barycentre, c'est le centre de gravité de toute la civilisation nord-africaine. Tout le monde le sait, sauf les Marocains. Tout le monde sait aussi que la civilisation s'est déplacée d'est en ouest, sauf les Marocains, qui croient que la civilisation s'est déplacée d'ouest en est. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a affaire vraiment à des cas psychiatriques, à des gens qui sont complètement complexés. Et d'ailleurs, quand vous me parlez de civilisation, si vous aviez vraiment cette civilisation de 12 siècles ou de 30 siècles, pourquoi est-ce que vous volez les chansons algériennes? Pourquoi est-ce que vous voulez être des Algériens? Même l'accent algérien, vous essayez de l'imiter. Pourquoi est-ce que vous volez la nourriture algérienne? Pourquoi est-ce que vous voulez être... Voilà, donc si vous aviez toute cette civilisation, ben montrez-la nous. Moi, j'ai vu des archives, j'ai jamais vu des femmes marocaines habillées en caftan. On a des vieilles vidéos, des vieilles photos, etc. de vos sultans. Ils étaient habillés comme des clochards. Donc, لابسين هذوك الاخر شكار تاع البطاطا هذوك. Donc c'est tout. النساء تاعهم كانوا يلبسوا الحشيش هذوك تاع الافارقه هذوك. Tu vois les هذوك تاع les tribus africains. Donc c'est pas même les bijoux تاعهم. لا غالب C'est psychiatrique. Il y a rien à Mais dire. voilà, انا مش je suis pas un psychiatre animalier يعني ما نقدرش نتفاهمها. تفضلي الاخت سونيا, مرحبا بك. Sonia, Batra Bendo, si vous avez des questions à poser à notre sœur Linda. Sonia, ouvrez le micro, ma sœur. Sonia, une fois. Sonia, deux fois. Sonia, il était une fois. Je pense que vous avez peut-être fait une erreur. Voilà. Trabendo, si tu as une question pour Salam notre sœur. alaikum. Salam alaikum, Khoya Aziz. Tfadal. Wallah, c'est un plaisir d'être avec vous hein, et de vous écouter tout d'abord. Mais moi, Wallah, هذا Omar Hilal, il mérite même pas que nous, on lui réponde. Alors, j'imagine même pas nos diplomates aux Nations Unies. Après, par rapport à la souveraineté algérienne, Wallah, aujourd'hui, moi, un pays souverain, je le définis comme tel. C'est un pays qui est capable de s'opposer à toute puissance dans ce monde. L'Algérie, alhamdoulilah, on a vu quand ils ont voulu frapper le Mali, quand ils ont voulu frapper le Niger, l'Algérie, elle a interdit son espace aérien à la France, qui est, qu'on le veuille ou pas, membre du Conseil de sécurité. Et Ça, qui est compté parmi les... c'est un mauvais exemple parce que Oui, non, mais même si moi je suis... parce qu'à l'époque, Bouteflika a baissé son pantalon, désolé de parler comme ça, et il a autorisé la France à survoler le territoire algérien. Et Fabius, Non, je parle de d'ailleurs, Tebboune, Khoya Belkacem. à Tebboune, non, Tebboune, il a pas Bah, baissé c'est ce que je le dis. pantalon. Je disais, Ouais. l'Algérie, elle a interdit son espace aérien à la France quand ils ont voulu taper le Niger, quand il y a eu Oui, le putsch. oui, C'est le Niger, l'Algérie, oui. elle a dit Tu non. parlais du Niger, pardon, parle du Mali, j'ai mal compris, t'as Oui, raison, oui, tout à oui. fait. Et je dis aussi que cette même Algérie, malgré ses relations avec la Russie, c'est cette même Algérie qui a dit non à Wagner au Mali. Et qui leur a dit, je veux pas de Wagner, je veux pas de mercenaires à mes frontières. Et à la fin, ils sont partis. Donc l'Algérie aujourd'hui, c'est pas Omar Hilal qui va parler de sa souveraineté. Je pense que il Mais s'est fait plus honte tu qu'autre sais, chose. Trabendo, tu vois, avant de parler de souveraineté, bon, il y a notre sœur Linda qui est là, qui réduit ma marge de manœuvre, et qui parle de la souveraineté de l'arrière-train de son roi, déjà. D'accord? Qui est incapable de garder la chasteté de son, voilà, vous avez compris. D'accord? Avant de parler d'autre chose. Adam Makan. Voilà. Tfadal, Trabendo. Un roi qui est pas capable de maîtriser ses frontières, son peuple, qui part par 60 000, 70 000 personnes dans une ville qui est dans son propre territoire, c'est-à-dire, mais واش من وجه عندهم. أنا des fois j'arrive pas à comprendre ces gens-là. Est-ce qu'ils vivent dans notre monde? Est-ce qu'ils ont conscience que les gens aujourd'hui, je parle même du peuple simple, qu'ils ont accès à Internet, qu'ils ont accès aux Non, le informations. peuple marocain, non. T'as 50% t'as 50% de gens qui sont atteints de maladies psychiatriques. Et sur le 50% qui reste, ils ont 70% d'illettrés, en fait. Des gens qui Oui, mais ça veut dire quoi, euh, Belkacem, que tu as 50% de ces mêmes personnes qui sont en Algérie. Ah oui, D'où oui, le oui. danger. D'où Ah le oui. danger. Si on Ah oui. considère que les Marocains sont à 50% d'incultes, d'analphabètes Ah et oui, oui. d'atteintes au niveau Psychiatre. psychiatrique, ça veut dire Ça, c'est qu'on pas a moi qui le dis, hein. 50%. Ah, C'est c'est pas vrai, moi. ça veut dire, Eh, oui.
c'est leur ministre, le Wardi, le ministre de la Santé, il Oui, est pas oui, là. Pas je l'ai moi. vu ça. Pas Oui, du mais ça tout. veut dire que tu as les mêmes en Ah Algérie. bah oui. On parle de Bah, non, pourcentage. c'est pas que tu as les mêmes. C'est que il y a un prix qui est fait au Maroc, ce qu'on t'envoie. غير اللي ما تبكيش عليه يماه ماهمش يبعثوا لك لا كريم دو لا كريم مي يبعثوا لك ديشي تاعهم ça veut dire là ربما في الجزائر كاع اللي يبعثوهم لك 100% de maladies psychiatriques mais À يبعثوا savoir. ah bah oui c'est fait exprès. Oui, à savoir. Et c'est là le risque. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des femmes algériennes, et ça, j'en appelle aux parents, qui marient leurs filles avec des Marocains. Il y a une femme algérienne de Constantine, je crois, de mémoire, elle s'est mariée avec un Marocain qui حوسوا على هذاك المروكي لقاوه c'était un repris de justice. C'est un assassin, criminel. Criminel, c'est un tueur en série ou un truc dans le genre. Donc faites attention. يعني الماركة اللي يبعثوهم من الجزائر ils nous envoient pas des ingénieurs ولا des médecins ولا des cardiologues etc. mais يبعثوا لك غير اللي ما تبكيش عليه يماه غير اللي طارطار غير الديشي اللي يبعثوا لك et c'est fait exprès. Bah, ils envoient surtout, Khoya Belkacem, moi j'ai vu تاع المخدرات هذوك تاع المخدرات تاع j'ai الجماعة lu تاع un la drogue. rapport il y a pas longtemps américain qui disait qu'ils envoient surtout des espions dans les pays bah oui étrangers. bien sûr. Pour la plupart, et je l'ai lu, hein, le rapport, je me rappelle plus de quelle agence qu'il avait fait, mais si je reviens, je redirai, que le Maroc, ils forment des espions pour les envoyer en Europe et en Algérie, justement, pour installer des micros, pour déstabiliser le pays, etc., Ça, on peut en parler librement. Les fameux plâtriers là qui nous envoient, et ils ont travaillé dans des maisons de hauts responsables et ils ont placé des micros, on le sait aujourd'hui, mais même des caméras qui émettaient directement vers Tel Aviv. Hein. Attends, ça on le sait. C'est pour ça que quand nous on dit il faut se débarrasser de la racaille marocaine, on sait pourquoi. Il faut se débarrasser de cette racaille. C'est un danger permanent à dire la racaille marocaine en Algérie. Est-ce que tu savais, Khoya Belkacem, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, la société, là, comme Yassir et tout, comment ça s'appelait Yassir, ouais, le Non, Uber non, pas algérien. Yassir, non, une autre, qui est venue s'installer en Algérie. J'ai appris, en fait, que le siège Taha se trouve au Maroc. Et ça m'avait Non, interpellé. Ah, si. Il y a parle de qui? Wallah, je me Yassir, rappelle. c'est algérien. Non, Yassir, c'est un Algérien, il a 34 ans. Non, lui, je connais son histoire et tout. Qu'il y a une autre société qui a été installée il y a à peu près 4 ans. Mais j'ai su après. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Non, c'est faux, parce qu'il y a Je il y a peux une loi. répondre. Il y a Je une peux loi qui répondre. interdit. Oui, tu peux répondre, mais il y a une loi qui interdit Voilà, aux il y a une sociétés loi. marocaines, il y a une loi. Et même les flux bancaires et tout ça, ils sont bloqués. T'as pas de flux bancaire entre Les Algérie et le Maroc. assurances, Non, tout est interdit. depuis le premier mandat Tebboune, Ouais. on leur a donné un temps pour transférer tout, ou sinon ils bloquaient. T'as même, Donc, ça a été bloqué. je vais vous donner même une information que vous avez entendue sur aucun live. Il y a une banque française très connue qui a des opérations en Algérie et qui, on va dire, processait, elle avait un siège régional au Maroc et il y avait certaines données algériennes qui passaient par le Maroc et on leur a donné un ultimatum de soit de régler le problème sous un mois, soit de quitter définitivement l'Algérie. Je vais pas vous donner le nom de la banque, mais voilà. Donc même les données, etc. Enfin, c'est Non, interdit. l'Algérie interdit les données à l'étranger. Si tu veux. Khoya Non, Belkacem, l'Algérie, oui, les données. je vais revenir sur un truc que tu as dit. Là, quand on a autorisé la France à survoler l'espace aérien. C'est à l'époque Et de ça, Bouteflika. de source sûre, ça dit de source sûre. D'ailleurs, c'est ça qui a provoqué aussi la révolution populaire au Mali. Ce n'était pas la France qui avait fait la demande. C'est le Mali. Et l'Algérie a répondu au Mali comme c'est un pays voisin. On a autorisé. C'est pas la France qui avait fait la demande. Elle dit, Ok. je suis formelle, donc à la demande du Mali pour qu'il y ait Serval et Barkhane, tout ça, parce que c'est le Mali qui a demandé l'intervention de la France. Les Algériens n'étaient pas tout à fait d'accord, mais ils n'ont pas voulu refuser au Mali. Et moi, ce qui m'avait été dit après, même par
par des Maliens hein, qui ont fait partie du CNT, tout ça. Ils m'ont dit, les Algériens nous ont répondu, si vous le voulez, on va vous donner ce privilège et ça va être le tombeau, ce que Rempallah Mamra leur a sorti après. Ça va être le tombeau de l'armée française. Je te parle de ça, ça s'est passé en 2013. Hein. Oui, je me Donc, rappelle. et, Je et, me rappelle, et, mais ça change pas grand-chose, ma sœur. Ça change ouais, pas grand-chose. Ce qui reste dans les livres d'histoire, des avions français ont survolé librement et de manière illimitée, comme l'a dit Fabius, le territoire algérien. Et ça, c'était pour moi, je le répète, pour moi, c'était une erreur politique. Il fallait pas faire ça. Même si, quand bien même c'est les Maliens qui demandent, je laisse pas. Quand on sait tous les moyens techniques que la France a pour espionner, pour prendre des photos, pour même Michou Choulk sur bien sûr, hein. des matériels militaires avec des dispositifs électromagnétiques, on n'aurait jamais dû faire ça. Parce que pendant ces survols, je peux t'assurer qu'il y a eu pas mal d'espionnage et j'en dirai pas plus. Et je sais de quoi je parle. Donc c'était une erreur. C'était une erreur et ça s'est fait parce qu'il y avait Bouteflika à l'époque qui n'est pas Tebboune. Hein. Donc Bouteflika, c'est pas Tebboune. Et Tebboune n'aurait jamais accepté ça, par exemple. J'aimerais Ça, poser une question à la sœur Linda, si Ouais, si elle le permet. allez-y. Moi, je voudrais savoir, est-ce que la stabilité des pays du Sahel, est-ce que c'est positif pour l'Algérie? Bien sûr, c'est bien évident. sûr. Sachant Mais les réactions, c'est-à-dire, j'ai posé cette question, c'est-à-dire, moi, je me dis parfois que leur stabilité pourrait être un danger futur par rapport à nous. jamais, jamais, Et jamais, mais jamais. jamais. Je vais juste vous donner un petit exemple que j'ai donné cette semaine. D'ailleurs, j'ai le frère Belgassem. Le jour où on a ouvert justement cette centrale électrique, par exemple, il y a un monsieur, il a une épicerie, il avait déjà, sachant que ça allait ouvrir, qu'il allait avoir de l'électricité matin, midi et soir, il avait déjà ramené 4 congélateurs, il avait investi dans 4 congélateurs et un frigo. Et il attendait justement que l'électricité fonctionne et le lendemain, toutes les marchandises qu'il avait, c'était des marchandises algériennes. Mais ça va permettre, il faut aussi comprendre le Sahel, cette bande de sahélo-sahélienne, on a coupé l'Afrique en deux. Il y a des populations locales. Quand vous prenez la ville de Tinzaouaten, il y a Tinzaouaten malienne, il y a Tinzaouaten algérienne. C'est la même ville, c'est les mêmes familles. C'est le colon qui a coupé tout ça. Donc la stabilité des peuples, c'est ce qu'on recherche, mais l'émancipation de l'Afrique et puis travailler sud-sud. Est-ce que vous vous rendez compte que rien que la CEDEAO, c'est un marché de 500 millions d'habitants et puis Zawiya Tijaniya dans le monde 600 millions d'habitants. Donc l'Algérie déjà par ces deux organes, hein, si on le prend dans le domaine commercial, on a déjà 600 millions de personnes avec qui on peut commercer. Pour quelle raison? Donc moi je vais vendre. À qui on va vendre? Puisque là les usines, machallah, et puis au niveau de l'agriculture et tout, déjà il faut libérer l'Afrique de l'emprise ديال الخزو ديال المطيشة اللي حاكمينهم بها. Donc au lieu يشري الخزو والمطيشة عند البوزبيري, يشريها الجزائري. Ça va lui Exactement. coûter moins cher. Et on livre déjà, j'ai un ami qui est du sud justement de Adrar, il travaille avec le Niger, il a des investissements au Niger. Rien que Ramadan, شهر قبل من رمضان ما شاء الله, au Niger, التمر ديالنا اللي يروح, c'est une quantité considérable. On prend le Togo, malgré Menhebch fort et tout ça, mais je vais vous donner une information. Le conseiller, le président de Togo, c'est un Algérien. Celui qui était président Youssoufou, et d'ailleurs c'est avec lui qu'on a avancé au niveau des accords avec le Niger. Celui-là il a repris, mais il y a Youssoufou derrière. Le conseiller Youssoufou, c'était un Algérien, c'est toujours un mazal où on contacte donc il y a un marché terrible avec le Sénégal. On leur vend tout ce qui est industrie lourde, les gros câbles électriques, tout ça. Donc ce n'est pas un danger. Reprenez un peu l'histoire de l'Europe.
Derha Eisenhower ou Derha de Gaulle. Après, le jour où ils se sont étendus, comme l'Espagne et l'Allemagne, l'Espagne c'était un pays du tiers-monde, ils ont aidé l'Espagne à remonter la pente et aller vers le côté émergent. On va dire l'Espagne, ce qu'elle est aujourd'hui, l'Espagne a une position, Exact. et elle a un poids en Europe. Donc, si on donne de la force à ces pays-là, eh ben, on va puiser notre force aussi de ces Exactement. pays-là. Exactement. Et au-delà de ce qu'explique Linda, qui est très juste sur l'économie, Trabendo, en fait, le désordre au Mali et au Niger, il est dans l'intérêt que du Maroc. Pourquoi? Parce que le Maroc utilise l'instabilité pour faire passer la drogue au nord du Mali et au nord du Niger. Il y a une autoroute de la drogue qui va du Sahara occidental en passant par la Mauritanie, Mali, Niger et qui remonte comme ça partout en Afrique. Donc, nous, en tant qu'Algériens, nous, on a tout intérêt à ce que ces pays soient stables. La stabilité du Mali et du Niger est évidemment dans l'intérêt de l'Algérie. Ceux qui veulent que le Niger ne soit pas stable, c'est les ennemis de l'Algérie. Un Niger stable, c'est un Niger avec lequel on fait du commerce. Un Niger stable, c'est un Niger où Taman Rasset, le futur port sec de Taman Rasset, va servir le port sec d'Agadez, qui va rayonner sur toute l'Afrique. Donc nous, en tant qu'Algériens, on a tout intérêt à ce que le Niger soit fort, on a tout intérêt à ce que le Mali soit fort, on a tout intérêt à ce qu'il n'y ait plus de terrorisme au Mali ni au Niger, parce que c'est comme ça qu'on va se développer et qu'on va aider nos frères africains à se développer. Je sais pas si c'est clair, Trabendo. Moi, si j'avais posé cette question, moi j'ai compris le sens Voilà. de votre réponse, mais moi j'ai posé cette question parce que quand j'ai dit le Mali ou les pays du Sahel, ça reste toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire Goïta, ça reste toujours le même. C'est le Goïta, c'est même pas le Goïta peuple. qui nous a Goïta, accusés de c'est pays terreau, etc. Goïta, il va payer pour ce qu'il a dit, mais Goïta, c'est pas le peuple malien. D'accord? Le Goïta, Ah c'est non, pas non, le non, moi peuple j'ai pas malien. impliqué les peuples, Et, hein, et, et, et nous, moi j'ai le parlé peuple des malien, régimes. les régimes, ils vont changer. Ils vont changer. Et Goïta ne va pas pouvoir rester très très longtemps. Et tu verras, moi, ça fait un moment que je le dis. Goïta, il est déjà dans la poubelle de l'histoire. D'accord? Parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il a misé sur des chevaux qui n'étaient pas les bons. Et là, on voit comment ce qui, je veux dire, il libère un agent de la DGSE alors que il expliquait au monde entier que c'était le chantre du panafricanisme et de la souveraineté. Elle est où ta souveraineté? D'accord? Donc, Goïta n'est plus crédible. Bah, Il n'est c'est pour ça que plus, j'ai dit que voilà. moi, pour moi, Tu on vois. aurait dû les étouffer. On n'aurait jamais dû lui C'est donner pas dans ton Goïta. intérêt, parce que l'Algérie a accepté la main tendue du Mali, pas pour les beaux yeux de Goïta, c'est parce que on a des intérêts, parce qu'il y a eu, je sais pas si tu suis un peu ce qui se passe au nord du Mali, il y Oui, a bien pas sûr. très très longtemps, du côté de Tinzaouatine, il y a eu des milliers de Maliens qui ont essayé de traverser la frontière, et il y en a certains qui ont réussi. D'accord? Donc nous, la guerre, enfin, c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie que la guerre continue. D'accord? Donc nous, on a tout intérêt à travailler pour stabiliser le nord du Mali, parce que un Mali qui est instable, c'est pas dans l'intérêt de l'Algérie. Je sais pas si tu comprends. Il faut aller Oui, oui, moi j'ai au-delà compris, hein. de, Moi, je il pars faut juste aller, d'une vision voilà. sécuritaire, hein. C'est pour ça Non, non, voilà. que je pose les questions là. Donc voilà. Et l'intérêt du Maroc, justement, c'est qu'on réagisse comme tu le dis, toi. C'est-à-dire que parce que Goïta nous a insultés, parce que, etc., on fait ce qu'on appelle Tarnent Tarsart, un peu la mentalité algérienne. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut être pragmatique. Et là, l'Algérie est pragmatique. Merci, Tarabando. Hussein, marhaba bik, Hussein. Pardon, Belgassem, Ah, si oui, je oui, permets, oui, j'aimerais vas-y. juste poser une question à Madame Larbaoui, Oui, bien si sûr. c'est possible. Merci, Khouya. Parce que Madame, la dernière fois, vous avez parlé d'investisseurs étrangers en Algérie sur un des lives de Belgassem. Et ma question était, est-ce que vous êtes vraiment optimiste par rapport aux investissements algériens et sur l'économie future algérienne, puisque vous parlez d'investisseurs, donc j'imagine que vous avez des sources. Voilà, la question était de savoir si vous étiez optimiste justement dans le cadre d'investisseurs. Si on veut avancer, on peut pas rester enfermé sur nous-mêmes, ça c'est clair.
Après les investissements en Algérie, on voit par exemple, je vais donner l'exemple, quand ils ont invité les États-Unis et ils ont travaillé avec l'ambassade pour ramener des investisseurs en agriculture, l'Algérie, Tebboune, il a demandé des choses bien précises à l'ambassadrice. Il voulait pas de Cargill et puis des gros groupes. Il voulait des investisseurs, des gens, des individuels, pas en groupe. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un message qui est passé. C'est-à-dire que nous voulons ouvrir, mais on veut pas des voyous de l'agroalimentaire ou les grosses industries qui tiennent le monde, par exemple. Donc, c'est très particulier. Quand l'Algérie travaille avec un investisseur, elle refuse les groupes. Je ne parle pas des hydrocarbures. Les hydrocarbures, c'est à part. Et les hydrocarbures, ça fonctionne très bien depuis l'indépendance et depuis la nationalisation. Donc, mais tout le reste, on travaille avec des particuliers. On n'a pas besoin d'un groupe qui vient et qui joue le Mac et il fait ce qu'ils font chez les Marocains ou chez les Égyptiens. Tout ce qui est planté sur place, n'est pas destiné à la population locale. Les Émirats arabes, par exemple, ils ont acheté pratiquement toutes les terres agricoles en Égypte, et ce qu'ils plantent là-bas, ça part aux Émirats arabes, où c'est eux qui exportent. Nous, le président était bien précis. Celui qui investit, c'est d'abord la consommation locale, et après la consommation régionale. D'où l'histoire de la grande ferme qui est en train de se faire entre le Qatar, l'Algérie, et puis je crois qu'il y a les Allemands dedans, si je ne me trompe pas. Mais ben ça, c'est pour l'Afrique. Mais d'abord la consommation locale. Donc oui, je suis optimiste. Si on reste enfermé sur nous-mêmes, et on laisse pas les investisseurs arriver, déjà on devient une proie. Ça, c'est clair. Pour la simple raison que la nature n'aime pas le vide, donc il y a un vide, il faut le combler. Et pour le combler, il y a des voyous qui vont essayer de s'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Donc si nous allons vers une économie claire et une économie qui défend d'abord la consommation locale pour faire baisser les prix, bien sûr que c'est une bonne chose, c'est une excellente chose même. On peut pas vivre en autarcie de ce monde, hein. Et puis il faut voir aussi ce qui se passe. Et on est en train d'aller vers la chute de ce monde unipolaire. Elle est terminée, mais on est en train d'aller vers un monde multipolaire. Et là, il faut trouver sa place et il faut être sur la table des négociations. لازم يكون dossier تاع الجزائر. Si j'ai pas d'alliés, si j'ai pas ouvert à certains pays, puis certains investisseurs, comment voulez-vous que je négocie? Vous croyez que là, le fameux gazoduc qui doit passer, déjà, il va faire 50% du travail parce que les Européens, regardez un petit peu ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. On a d'abord bombardé l'espèce de gazier, puis la plateforme en Égypte. Maintenant, il y a eu 2 autres raffineries qui avaient été détruites. Là, c'est la raffinerie qu'il y a en Libye qui a été détruite. Et hier, en Italie, c'est une usine d'armement et puis un stockage qui a été détruit. Il y a aussi une autre raffinerie qui a été détruite cette nuit. Donc il y a des choses qui sont en train de bouger dans le monde. Là, le président Tebboune, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit nous avons même un surplus, nous avons un stock qu'on peut vendre. Mais il n'y a pas que dans ce sens. Si une guerre éclate, on aura besoin de l'Algérie. On aura besoin de nourrir le monde. Il faut pas oublier que quand il y a eu la première et la deuxième guerre mondiale, la France, elle avait encore son grenier, hein, l'Algérie. Et puis, le Soudan, qui est aujourd'hui en guerre, en 1936, entre les 2 guerres, il avait, jusqu'à la veille de la deuxième guerre mondiale, il avait sauvé le monde de la famine. Il n'y a plus tout ça, tout a été détruit. Les territoires, aussi dans les pays de l'Est, la Roumanie, par exemple, c'est la plus grande ferme de Netanyahou, hein. Regardez, il y a 200 000 Marlala qui sont retournés chez eux et qui étaient
en territoire occupé, ils sont retournés chez eux, ils ont investi. Et eux, ils ont le monopole. Donc leur intérêt, c'est que l'Algérie ne progresse pas, mais nous, notre intérêt, c'est qu'on progresse. Et encore une fois, d'après les prévisions, l'Afrique, par exemple, on sera 2 milliards, 2 milliards et demi en 2060. Donc, il faut les nourrir, ces gens-là. Et nous serons là, puisque on est en train d'investir. Mais si on reste enfermé sur nous-mêmes, c'est pas bon. C'est pas bon. On sera une proie et on pourra pas avancer. Madame, mais je vous arrête 2 petites secondes. En fait, vous parlez de volonté politique et de pouvoir décisionnaire, si vous êtes d'accord. Moi, mon problème, il n'est pas au niveau de décision, ni pas au niveau de volonté politique. On la voit qu'il y a une volonté politique d'investissement. Mon problème, il est au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire tout ce qui est en bas. Donc, tout ce qui est le travail sur le plan, on va dire, social, sur le plan de l'exécution de la décision. Le problème, ma question, elle est de ce point de vue-là. La volonté, je sais qu'elle y a l'Algérie, et elle est vraiment dans un système où on avance sur quelque chose d'assez grand, d'assez énorme. Mais est-ce que le reste suit? Est-ce que la société suit? Est-ce qu'il y a une volonté, pas du peuple, mais des investisseurs algériens, de la population algérienne? Est-ce qu'elle est prête justement à cette vision de l'Algérie, à cette volonté politique? Est-ce que les deux se suivent? Et c'est mon problème aujourd'hui, parce que je suis là-dedans, moi je suis dans ces projets-là, et je me retrouve face à des problèmes, non pas au niveau de la volonté, parce que la volonté est liée, mais au niveau de l'exécutif. Ça, c'est mon plus gros problème. Au niveau de l'exécutif, il faut que la mentalité change et le fait qu'il y ait un changement géopolitique, ça va changer. Il y a une influence étrangère. On a toujours ce lobby qui s'est formé en Algérie avec l'histoire de l'istirad ou tasdir, mais ils rien, de يجيبوا كلش. Et on est parti vers un déficit même à ce niveau-là. Eh ben, ils ont ramené des pneus déjà utilisés, ils ont ramené des poubelles, ils ont tout ramené. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Et ces gens-là n'ont pas encore compris, mais ils vont comprendre, puisqu'ils dépendent de l'étranger, ils dépendent de cette force néocoloniale qui essayent de revenir à travers ces ondes de colons, pour moi c'est des ondes de colons, qui cherchent à faire du profit pour eux-mêmes et ils cherchent à travailler avec des sociétés occultes. Donc ces gens-là sont appelés à disparaître tout seuls. Déjà le fait de stabiliser le Sahel, vous savez, il y a 22 États qui sont impliqués avec leurs services secrets dans le Sahel. Même des États comme la Finlande. La Finlande, c'est pas un poids, mais ils ont pas une grande armée, alors ils ont un grand service secret et ils l'ont envoyé chez nous. Il y a le Danemark qui est impliqué dans le Sahel. Il y a le Luxembourg. Luxembourg, il fait le rond-point Alger. Luxembourg, c'est rien, mais c'est un poids aussi au niveau, d'ailleurs, flottant, au niveau de l'OTAN, Luxembourg a un seul officier, libertino, parce qu'ils n'ont pas d'armée. Tous ces gens-là, une fois que le Sahel, il sera stabilisé. Déjà, ça répond aussi en partie à la question de tout à l'heure. Une fois que c'est stabilisé, qu'il y a ce gazoduc, dont dépendra l'Europe. L'Europe, ils ont plus le gaz russe. C'est fini. Les Qataris, ils leur ont dit, par rapport à ce que l'entité a détruit, si vous voulez du gaz, il faut qu'on commence à travailler. Aujourd'hui, il y en a pour 5 ans. Il y a déjà un problème au niveau de l'énergie à l'Europe. Et puis l'Europe va comprendre que il faut rentrer par la porte. C'est fini, vous rentrez par la fenêtre. Parce que, justement, l'armée algérienne est là. L'armée du Niger, elle travaille main à main avec l'armée algérienne. Et ça va devenir une puissance à son niveau à elle pour défendre son territoire. Le Mali était obligé, d'ailleurs c'est fait,
Et puis le Burkina, il y a une volonté aussi de se débarrasser de toute cette gangrène. Et c'est ça qui va faire que les gens qui sont en train d'entraver votre travail et le travail des gens qui ont une véritable volonté de prospérer, de gagner de l'argent honnêtement, il y a des problèmes qui sont là, mais qui sont appelés à disparaître quand l'Europe aura perdu son hégémonie au niveau de Sahel. Parce que là, on parle plus que de la France. Hein. Et puis quand les États-Unis auront compris aussi que l'Afrique a envie de travailler normalement. Donc le monde colonial a disparu. Maintenant, on est en guerre contre le monde néocolonial, Open Society ou l'ANED et tout ça. Open Society, il faut que tout soit ouvert à tout le monde et puis ça laisser la porte faire ouverte à tout le monde. هاد الملخوبات اللي عندنا حنايا اللي marche main à main avec des sociétés écrans occidentales باش يهربوا الدراهم devises هادوما ils vont disparaître, il faut juste une chose qu'on change en Algérie, qu'on n'a pas changé les lois pénales date de l'indépendance. لازم نعاودوا نرجعوا la peine de mort pour tout ce qui est trahison, ou il faut être un peu ferme justement sur les lois et revoir tout ça. C'est plus les 3 ans, les 5 ans où le travail forcé. Et ben ils vont réfléchir plusieurs fois avant d'entraver le travail de quelqu'un. Et tant que Rechwa n'est pas considéré comme un crime, parce que Rechwa c'est pas de la corruption, Rechwa c'est un crime. Avec Rechwa on peut détruire tout un pays, l'économie d'un pays. Tant que Rechwa ما شافوش ليها le ministère de la justice il a pas revu ça pour considérer Rechwa comme un crime, comme ça l'est en Iran. Ils ont réglé le problème en Iran. L'arachi, la mortachi. En Iran, c'est très grave, le choix. Et nous, tant qu'on n'a pas, il n'y a pas que l'Iran d'ailleurs, tant qu'on n'a pas revu ça, eh ben, le problème va persister et le problème disparaîtra avec la disparition du néocolonialisme et ces endocolons يروحوا معاهم. كيما الحركة راحوا مع فرنسا. Bravo. C'est justement pardon. Fafat, Ah, parce vas-y, que vas-y. si tu Vas-y. relances après, Voilà. parce que j'ai envie il y a plein de sujets, il y a Najib qui est là et qui va laisser poser une Le question. sujet était intéressant parce que C'est c'est très vraiment intéressant, pour une mais- fois. mais mon Ah là, sujet, parce que c'est- c'est le c'était local pas ça. aujourd'hui, c'est Je plutôt. Mon- C'est mon plutôt sujet, l'Algérie qui. Voilà. Voilà. Mais c'est ton un sujet sujet, intéressant. C'est je très respecte. intéressant. Je Voilà, respecte. merci. Oui. Najib, parce que Je là, respecte. je profite de la présence de Madame Linda pour parler du Sahel quand même, et j'ai des questions par rapport au Mali. Fadal Najib, si vous avez une question pour Madame Arbaoui. Najib, ouvrez le micro. Najib une fois, Najib 2 fois, Najib 3 fois. Il était une fois. Assalamu alaikum. Voilà. Donc moi, la question que j'ai pour Madame Arbaoui, c'est plus par rapport à ce qu'a fait le Maroc apparemment avec l'agent de la DGSE. Je sais pas si vous l'êtes battu, comment tu analyses ça, surtout que le Maroc nous a toujours expliqué que c'était le chantre du panafricanisme et de l'anti-impérialisme. Donc moi j'aimerais bien qu'il s'explique. Je comprends pas ce qu'a fait le Maroc avec cette histoire d'espions français au Mali. Voilà. Est-ce que le nom du Maroc a été cité? Parce que le Mali a dit un pays ami. Non, on le sait, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui a joué un rôle pour libérer l'agent de la DGSE. Il n'a pas été cité, mais c'est le Maroc qui a fait ça. C'est le Maroc. Moi, je pense pas que ce soit le Maroc. Bon, Réellement. on te laisse expliquer. Peut-être. Hein. Il y a un autre pays qui travaille avec le Mali, et on a vu qu'il y a eu au même moment la libération de pas mal de Touaregs, que ceux qu'ils avaient chopés à Tinzaouaten, ils ont libéré 82 soldats maliens. Et c'est lié. L'Algérie ne veut pas intervenir maintenant directement dans le dossier malien. Mais il y a un acteur majeur qui est dans le Sahel, et cet acteur majeur, il travaille aussi avec l'Algérie, c'est la Turquie. La Turquie, c'est les islamistes qui sont au pouvoir. Et la Turquie, elle a aussi elle a signé des accords, il y a 2 mois, elle a signé des accords avec la France, au niveau armement.
La Turquie doit fournir certaines technologies et elle doit travailler avec la France. Et la Turquie a signé avec l'Allemagne aussi pour développer les missiles. C'est la Turquie qui s'est impliquée dans l'histoire de tout ce qui est uranium nigérien pour soulager un petit peu le Niger de la pression internationale. Eh ben, c'est la Turquie qui doit acheter l'uranium du Niger. Et le développement des missiles et le développement des armes et cet uranium servira non seulement à la Turquie, mais à l'Allemagne aussi. Donc, je pense que la Turquie a joué un rôle, surtout avec les Ukrainiens qui sont avec le JNIM. Et Erdogan, ça a été dévoilé même par la presse. Hein. Erdogan avait menacé Zelensky que s'ils attaquent, les Ukrainiens s'implique dans une guerre dans le Sahel contre le Niger, alors que la Turquie elle a des intérêts au Niger. Il a dit clairement à Zelensky, et ben à ce moment-là, la Turquie prendra une autre position par rapport à la position neutre qu'elle a avec les Russes maintenant. Donc ça a créé un froid entre les deux, mais néanmoins, le JNIM, avec les Ukrainiens, ils n'ont pas intervenu au Niger. Les Ukrainiens, ils se sont pas impliqués. Maintenant, dans le Mali, le JNIM est là, les Ukrainiens sont là, parce que les instructeurs, les drones, c'est les Ukrainiens. Et je pense que de tout ce qui est sorti, je pense que les Turcs ont joué un rôle justement pour faire pression sur l'Ukraine. Et ils sont pas rentrés directement avec le JNIM en négociation. Et je Mais pense que ça a quel joué est un rôle. quel est l'intérêt de la Turquie de faire ça? Sachant L'intérêt de que, la Turquie? sachant que Ça la détient relation, évidemment. Ah bah, eh ben là, sachant que la relation, je vais revenir au sujet précédent. Les Turcs, ils ont investi beaucoup en Algérie, mais nous, en Algérie, ben, on est combien? 45, entre 45 et 47 on est millions. 48 millions, 48 millions. Donc, les Turcs, ils ont envie qu'à partir de l'Algérie, ben, on leur ouvre l'Afrique et on leur ouvre aussi le marché de la CEDEAO. Ils ont cette ambition-là. Mais ben, tant mieux, ils viennent en Non, investisseurs, mais, ils viennent mais là, ils viennent de faire un cadeau à la France. Enfin, moi, pas j'entends ce que, forcément, bah, pas si. forcément. Bah, Le Mali s'est mis dans une situation merdique, il s'est mis les Russes contre eux. mhm. Vous savez, quand le Mali est parti reconnaître la marocanité du Sahara, le lendemain, j'ai fait une émission. J'ai dit il y a trois possibilités. Soit Assimi Goïta il saute, soit il y a une guerre civile qui éclate, soit je parlais même pas des Touaregs parce que ça c'est déjà une guerre civile. J'ai dit soit ils vont subir des attaques. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh ben, tout simplement, il s'est passé ces attaques. La première réaction qu'il y a eu, et beaucoup n'ont pas fait attention à ça, la première réaction qu'il y a eu quand Assimi Goïta a reconnu la marocanité du Sahara, c'est Lavrov. C'est contre les intérêts russes, contre les intérêts chinois et contre les intérêts britanniques. C'est pour ça que moi j'ai vu que là, il touchait le dossier du Sahara occidental. On remarquera, il y a l'Algérie qui parle, c'est normal. Nous sommes concernés, c'est notre frontière. Il y a la Mauritanie, il y a les Français, il y a les Marlalas des territoires occupés, et puis il y a les États-Unis qui parlent. Les Anglais qui ont le droit du veto, ils parlent pas. Ils parlent pas du dossier du Sahara occidental, ils s'impliquent pas. C'est un dossier explosif. Et c'est un dossier, celui qui le touche, il saute. Et les Maliens, il y avait une certaine catégorie des Maliens, et ça, je tiens ça d'un journaliste mauritanien il y a déjà 2 ans qu'il en avait parlé, au moment où ils sont revenus sur les accords d'Alger, c'était à ce moment-là, donc il y a bientôt 3 ans, eh ben, il dit clairement, le Mali subit, il subit la pression de certaines personnes influentes. Il y a un lobby au Mali qui vit grâce au trafic
Afrique, un vrai lobby. Hein. Il dit ils veulent aller vers la reconnaissance du Sahara occidental. Ils sont en train d'aller vers ça et c'est pour ça qu'ils ont coupé avec l'Algérie. Ils ont provoqué justement l'Algérie, sont sortis des accords d'Alger et il avait dit il y a des sources qui disent que nous sommes en train d'aller vers une normalisation avec l'entité, mais grâce au Maroc. Et le temps lui a donné raison à cet homme-là. Et donc, moi, ce que je pense que réellement que le Mali, vu sa situation, il y a cette pression extraordinaire qui est sur eux. Ils ont plus la couverture des Russes à 100%. Déjà, tout ce qui avait été signé avec la Russie depuis fin 2022, c'est gelé. C'est-à-dire tous les accords. Contrairement au Niger, contrairement aussi au Burkina. Et c'est pour cela ils ont appelé Sadet. Maintenant, ce qui se passe aussi au sein du Mali, c'est que Sadet, les gens qui savent pas ce que c'est la société militaire turque. C'est l'équivalent, c'est le Wagner turc. Vas-y. oui. Et donc, et ça aussi, je le tiens de sources sûres, mais des sources maliennes, ils s'en cachent pas d'ailleurs. Le ministre de la Défense qui a été tué, lui, il était protégé par les Russes. Mais Assimi Goïta, jusqu'à présent, c'est Sadet qui le protège. Ça, c'est sûr. Lui, Traoré, c'est Sadet qui les protège. Donc, moi, je pense que la Turquie a joué un rôle. Et la Turquie a des intérêts dans le Sahel. Ils lâcheront pas. La guerre aussi qui est menée. Pourquoi on a mené une guerre atroce à l'Algérie pour X raisons, mais il y a une raison qui n'a pas été abordée beaucoup, hein, surtout les médias Tana. Je parle pas nous les. Linda, essayez les amis là, ça fait plus de 2 heures de live. On n'est même pas à 100 000 cas à 100 cas de tapotage. Essayez de tapoter, faites-le arriver s'il vous plaît. À 100K, c'est pas si vous prenez, et je vais peut-être arrêter les commentaires, comme ça vous allez vous concentrer plutôt sur le tapotage. Donc j'arrête jusqu'à ce que vous arrivez à 100K et voilà, et prenez le cœur du jour les amis. Voilà, donc essayez de tapoter tous en même temps, d'accord, comme ça, Inch'Allah, il y a une lago, le 100K de tapotage. Paramètres autorisés, voilà. Donc si vous pouvez, voilà. Donc j'enlève les trucs. Vas-y Linda, pardon. Le plus gros marché que la France a perdu à Mararek, et c'est là aussi où c'est un sujet assez pertinent. La France a perdu le marché des armes. Donc c'est eux qui ont remplacé. Et on a vu ces dernières années, ils leur ont donné ce qu'il faut pour qu'ils s'installent tranquillement, en soi-disant qu'ils transfèrent des technologies. Non, ils transfèrent pas. Ils leur vendent des armes, tout ça. Et là, quand on a commencé à subir, nous, sur certaines télévisions, la bande Adraé, eh ben, qu'est-ce qu'on a? Dassault a perdu tous les marchés, surtout en Afrique. Ils ont plus de marché, ils ont perdu une partie de l'Afrique de l'Ouest, ils ont perdu le Maroc. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'une guerre a été déclenchée entre le Pakistan et l'Inde. C'était pour essayer les nouvelles armes. On voulait essayer. Pourquoi? Parce que on dit que c'est les Américains qui sont derrière, certes, mais il y a l'implication de la France. La France a vendu des technologies, des armes à l'Inde. Et ils voulaient les essayer. Et ça a été un fiasco. Donc, au niveau des armes, qui était un marché énorme pour la France. Et puis, l'armée algérienne est un modèle pour le continent africain par rapport à la façon dont elle s'est constituée, la relation avec les Russes, tout ça, les Soviétiques à l'époque, la puissance, justement, la doctrine. Et l'armement, malgré qu'on a ouvert aux autres marchés, on ne veut pas acheter à la France. Donc la France, elle perd aussi ce marché. Et puis il y a Sadet qui intervient, et il intervient avec des drones, il intervient avec des munitions. Il faut pas négliger ce côté-là, ce volet-là de l'économie. Et aujourd'hui, qu'ils ont réussi à mettre le pied dans le Sahel, eh ben, c'est clair qu'il y a les Russes
Oui, mais il y a aussi les Turcs qui sont là, qui vendent des drones et qui vendent autre chose. Et puis, ils veulent continuer à s'infiltrer en Afrique pour, à partir de l'Algérie, pour tout ce qui est fabriqué en Algérie, bah, s'il soit revendu, bien sûr. Nous, ça nous crée des emplois, ça permet aussi de gagner de l'argent. Ces sociétés, elles payent des impôts. Et si on leur trouve pas un marché pour vendre les vêtements, et ben, plus ça prospère. En Algérie, plus ils fabriquent, plus ils vendent et plus ils gagnent de l'argent, plus ils payent des impôts et plus ils emploient aussi du monde en Algérie. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Très Donc clair. le Mali, pour en finir avec ça, le Mali, moi je suis persuadée, j'ai eu quelques échos de certains journalistes maliens qui s'en proches de la Turquie n'était pas loin de la négociation. Maintenant, faire baisser la pression par rapport à la connerie de reconnaître la marocanité du Sahara, je pense qu'ils ont payé le prix très très fort à ce niveau-là et la pression qui a augmenté justement parce que Mais comment tu vois, toi, est-ce que tu penses que le Mali va faire machine arrière là-dessus? Parce que c'est quand même un gros frein quand même pour le Mali pour normaliser ses relations avec l'Algérie. Parce que l'Algérie n'a pas... comment tu vois les choses, sachant que que le Mali a traditionnellement eu une attitude plutôt exemplaire sur ce dossier-là. Donc ils étaient pour pour le Polisario, ils reconnaissaient même la race, je pense, le Mali. Donc là, c'est quand même grave. Ils sont passés d'un extrême à un autre. Donc comment tu vois les choses? il faut déjà voir par rapport à cet espion, il n'a pas été attrapé tout seul, et c'est pas les services maliens parce qu'ils n'ont pas de services compétents. C'est Wagner. Je crois que j'en ai parlé chez toi peut-être. C'est Wagner qui découvre que le général Dembélé, le général Ségara, quand ils disaient on va à tel endroit, finalement Wagner va découvrir parce qu'il y a des puces et du matériel russe qu'ils ont et le GPS indique qu'ils sont allés ailleurs. Et c'est Wagner qui découvre que ces généraux étaient en contact avec des agents de la DGSE. C'est comme ça que l'histoire s'est passée. Et ça a été publié par les Russes, une partie a été publiée par Topkor, le journal russe, et une partie a été publiée par les Maliens eux-mêmes. Donc une vague d'arrestations a commencé, et c'est là où ils ont arrêté cet homme-là. Donc il n'est pas tombé tout seul, et on l'a pas chopé tout seul. Il y a eu une vague d'arrestations l'année dernière au mois d'août au Mali. Ça, vous pouvez retrouver des articles d'ailleurs sur Google. La deuxième vague d'arrestations, c'est les gros bonnets. Donc c'est les deux généraux qui étaient très puissants au sein de l'armée. Ils ont été formés d'ailleurs en France. C'est Choguel Kokalamaïga, le ministre le premier ministre qui tombe. Et puis, ça a suivi par d'autres arrestations. Donc, cet homme-là, déjà, on a nettoyé une bonne partie de l'armée et une bonne partie de la société civile avec laquelle il bossait. Déjà, à ce niveau-là, c'est fait. Maintenant, le Mali a fait l'erreur d'aller reconnaître la marocanité du Sahara sous pression, mais les gens qui ont poussé et le général Dembélé et Ségara, ils ont joué un rôle, c'est eux qui avaient décidé avec Choguel Kokalamaïga la décision de quitter les accords d'Alger, ça venait d'eux. Et ça vient des Maliens eux-mêmes. Donc, et je pense que c'est pas un mensonge parce que tous ceux qui se sont impliqués dans la marocanité du Sahara et la sortie des accords d'Alger, ils sont tous en prison. Déjà, le nettoyage est fait. Maintenant, le Mali, il faut qu'il retrouve une stabilité. Ceux qui me suivent depuis le début, quand j'ai commencé à intervenir justement sur le dossier malien, j'ai fait plus de 200 émissions là-dessus. Il y a encore des morceaux qui traînent. Je disais, à partir du Mali, il va y avoir une boule de neige et c'est le Mali qui va provoquer un changement dans la géopolitique. Pourquoi? Le Mali, il est au cœur justement du Sahel et cette bande sahélo-sahélienne représentait beaucoup pour les contrebandiers. Et les contrebandiers, il y a la drogue, mais il y a les armes aussi. Dassault, ils fabriquent les armes.
Algériens, donc tout ce qui est munitions, tout ce qui est, ça passait par là-bas. Comment font les Soudanais pour arriver jusqu'au Maroc? Eh ben, ils passent par le Niger et après le Mali. Mais là où ils ont une forte il y a une forte présence, c'est au Mali. C'est à partir de là que tout passait. Et maintenant déjà, quand on a fermé avec les Nigériens, on a fermé l'entrée pour aller vers le Mali et traficoter dans le Nord Mali, on leur a donné un sacré coup. Ils ont pris un sacré coup. Et je l'ai dit, je le redis, la semaine dernière, il y a eu justement l'armée malienne a arrêté une cargaison de drogue qui est énorme. Énorme. Donc, le travail, il porte ses fruits. Le Mali est obligé de revenir vers les accords d'Alger et il est obligé de pacifier toutes ces conneries avec les Russes et les Chinois. Sinon, il va se retrouver entre les mains de ceux qui ont le droit du veto. Et là, on a les Français et on a les Américains. Mais il y a un projet que le Mali a réussi à stopper et il a nui à toute l'Afrique. Eh ben, c'est la route de l'unité africaine. D'ailleurs, c'était Euronews qui avait dépêché un journaliste pour faire un reportage de 10 minutes sur ce qui est en train de se passer. L'autoroute qui doit passer par le Niger, ça, même les Nigériens, ils sont en train de faire leur tronçon. Et le côté Mali, ben, justement, il était question de passer le TGV. Et puis, en dessous, il y a tout ce qui, j'en ai parlé chez toi, la fibre optique qui doit passer. Et les satellites que l'Algérie a envoyés, c'était pour remplacer les satellites français. Et c'est l'Algérie qui est appelée à vendre l'Internet. Et puis, au niveau de la téléphonie, de la communication, c'est l'Algérie qui doit remplacer la France, donc qui doit remplacer Orange. Et ça a porté un coup non seulement au Mali, mais également aux pays avoisinants, puisque il y a des accords avec le précaré français pour libérer l'Afrique de tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est communication avec les Occidentaux. C'est à partir de là qu'ils espionnent tout. Hein. On est au numérique aujourd'hui. Très, très clair. En tout cas, Linda, c'était vraiment très intéressant comme d'habitude. Hein. Je te redis que tu as beaucoup de fans sur YouTube. Hein. À chaque fois que je mets tes vidéos sur YouTube, il y a plein de commentaires, des gens plutôt très dithyrambiques hein, te concernant. Donc, je t'invite à créer une chaîne YouTube de manière urgente parce qu'on me demande ta chaîne YouTube. Je sais pas quoi répondre. Je les renvoie sur ton compte TikTok. Donc, je t'invite à créer ta chaîne YouTube le plus tôt possible. Pour que tu puisses livrer tes analyses à ton grand public. Tu as des gens qui t'aiment beaucoup et qui te soutiennent et on en fait partie. Voilà, merci ma sœur pour ton temps et pour tes analyses et tu es toujours la bienvenue chez toi. Hein. Ce live est en live, tu viens quand tu veux, hein, tu es chez toi. Voilà, ma sœur. Yatakum saha, et puis maintenant la rentrée, Inch'Allah, peut-être. Inch'Allah. Allez, à bientôt. Assalamu alaikum, yatak saha. Barakallahu fik, madame, yatak saha. C'est toujours un plaisir d'avoir madame Linda avec nous. Madame Linda Al-Arbaoui, qui est une experte, effectivement, de toute la région du Sahel et du Sahara, qui a beaucoup d'analyses très pertinentes, qui intervient sur pas mal de chaînes africaines sur Internet et sur satellite, et qui est pour moi une ambassadrice hein, de l'Algérie. Donc bravo à elle et tout le respect pour elle. وربي يطولها في عمرها وربي يخليها لنا ان شاء الله. Voilà, donc نشكركم جماعة الخير, يعني tous ceux qui ont participé à ce live, plus de 115K tapotage, ça fait vraiment plaisir. يعطيكم الصحة ونكتفي يعني بهذا القدر. على الأمل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحية الجزائر, تحية الجزائر, تحية الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. شكرا. السلام عليكم.